bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission de Phoque Causé. C'est un rituel chez nous désormais, fin d'année scolaire. Nous parlerons de nos charmants bambins, nos enfants, nos élèves. Ça y est, nous sommes le 2 juillet aujourd'hui. Ça fait un mois que les résultats de Parcoursup sont tombés, les conseils de classe ont eu lieu et évidemment les orientations sont décidées. Alors nos enfants, on va se poser une question essentielle aujourd'hui parce que ces enfants sont des milliers de jeunes Martiniquais qui vont tourner une page et parmi eux, beaucoup se posent un certain nombre de questions. Alors, on va voir un petit peu ces enfants qui cumulent de très bonnes notes, qui évidemment ont fait des dossiers en béton pour le fameux Parcoursup, mais ces mêmes enfants, après des années passées au lycée, sur les bancs du lycée, on se demande est-ce qu'ils ont été préparés à réussir des examens ou à réussir leur vie? Très bonne question, n'est-ce pas? Je vous invite à rester avec nous. Merci de nous avoir choisis pour passer votre bonne soirée du jeudi autour d'un bon repas en famille avec Clara et ses 4 invités dans Phoque Causé. On va discuter un petit peu avec nos 4 invités. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté ce challenge, de répondre aux questions, de rassurer les parents quant à ce fameux Parcoursup. Je vais vous présenter tous les 4. Je vais commencer par Madame Catherine Etienne. Bonsoir Madame Etienne. Vous êtes donc chef d'établissement au lycée de la MEP et vous êtes donc récemment en tant que responsable de cette école. En tout cas, vous avez la possibilité de répondre à un certain nombre de questions. La première, votre mission, dit-on, est de former. Mais à côté de ça, on se demande quel type de formation est réservé à ces jeunes qui ont les yeux axés sur les résultats académiques et puis après, certains s'écroulent. Est-ce que le lycée est fait pour ça ou pas? Préparer l'après ou seulement on prépare l'académie? Alors, je reste persuadée que le lycée est là pour former. Il est là pour accompagner l'élève avec les moyens qui sont mis à sa disposition. Mais j'aimerais en tout cas cadrer le lycée avec celui que je vis tous les jours. Bien sûr. Et donc, j'ai envie de vous dire qu'à la MEP, qui est un établissement privé, on accompagne différemment les élèves pour qu'ils puissent être prêts en tout cas, à affronter tant la vie publique qu'à déposer des demandes sur Parcoursup, par exemple. D'accord, et vous nous direz dans un instant comment vous réussissez à faire cet exploit qui n'est pas chose facile pour tous les établissements. Merci à vous. À côté de vous, on a Madame Conflon. Bonsoir Madame Conflon. Vous êtes donc Patricia Conflon, vous êtes enseignante de CGE. C'est quoi le CGE? Je suis enseignante de culture générale et expression, donc c'est la discipline, on va dire, littéraire enseignée en BTS, en brevet aux étudiants qui préparent le brevet de technicien supérieur. Et c'est on va dire, une discipline, une matière qui qui est focalisée sur une thématique et qui donne des éléments pour que les élèves, afin que les élèves aient la possibilité de s'exprimer régulièrement, de se préparer aux épreuves écrites et orales. D'accord. Qui les attendent en 2e année. On est au cœur du sujet, en fait, avec votre... Et vous enseignez donc post-bac, après le bac. Et vous accueillez ces jeunes qui ont passé 3 années au lycée et vous pourrez justement, dans un instant, nous dire si vous les trouvez prêts ou si votre mission est aussi de continuer dans la continuité de cette préparation. Super. Merci à vous, Madame Conflon. Monsieur Ruther-Axel. Bonsoir, Monsieur Axel, le seul homme de notre plateau, qui nous donnera son avis sur cette préparation parce que vous êtes là à double titre, en tant qu'ancien élève. Évidemment de la MEP aussi, puisqu'on a autour de cette table que des personnes qui fièrement affichent la MEP. Alors vous avez passé quelques années à la MEP et aujourd'hui vous êtes enseignant à la MEP. Alors dites-nous tout. Pourquoi ce choix de la MEP est tellement bien que vous avez décidé d'y faire toute votre carrière finalement? Oui, finalement, alors pour faire un petit débrief de mon parcours, en effet, j'ai fait mon lycée à la MEP, donc de la seconde à la terminale. Je suis parti faire mes études et j'ai eu ce besoin de revenir redonner à mon île ce que j'ai reçu à l'époque. Et la MEP m'a beaucoup donné de façon professionnelle, mais aussi par l'accompagnement qui est, je dirais, familial. Car durant toutes mes années d'études, j'ai été accompagné par mes anciens enseignants qui ont pris de mes nouvelles et qui m'ont permis du coup de garder le moral
Ah oui, le pendant temps que, de... pendant que vous faisiez vos Pendant que études, je vous faisais mes étiez en études. contact. Ah, c'est En formidable. contact Ça. permanent, oui. Permanent. Vous. Oui. Et aujourd'hui, vous enseignez I2D, c'est ça? Donc, ingénierie et développement durable. Ingénierie et développement durable. Pré-bac, vous, donc les premières Pré-bac. générales. Donc, je D'accord. suis attribué à la filière STI2D. D'accord. Donc, je m'occupe des premières et des terminales. Alors, I2D, c'est quoi? On balaye un peu tous les domaines de la physique. Donc, on va faire un peu de mécanique, un peu d'électricité, on va faire de l'hydraulique. Mais on va ajouter à tout cela le domaine informatique parce que les élèves qui sont promus à la terminale STI2D au sein de la MEP sont dans la spécialité SIN, donc système d'information numérique, qui est axée sur de la programmation en informatique, l'étude de réseaux informatiques, etc. Super. Et enfin, votre présentation a été tellement bien que j'ai tout de suite envie de vous poser une question, mais je vous la réserve dans un instant. On continue notre présentation. Nadia Rakil, bonjour Madame Rakil, bonsoir. Bonjour. À cette heure. Vous êtes, vous, enseignante de physique-chimie et on va le dire aussi, vous êtes coordinatrice. Le lien, vous m'expliquiez, entre le corps enseignant et la direction, toujours au lycée de la MEP. Alors, merci d'être là. Qu'est-ce que vous pensez de la question que je vous pose aujourd'hui? Le lycée forme-t-il des jeunes épanouis, prêts à affronter la vie, ou des candidats à Parcoursup? Alors, tout dépend du lycée. D'accord. Alors, épanoui, j'ai envie de dire que le système français, le système éducatif français, ça rime pas avec épanouissement pour les élèves. Donc maintenant, dans certains lycées, comme le mien, je suis un peu chauvine quand même. Et on comprend. On peut atteindre cet épanouissement. Comme le disait Monsieur Ritter, enfin Axel, qui est aussi mon ancien élève, et ben, on accompagne les enfants même au-delà de ce qu'on doit faire, quoi. Donc, quand ils partent, on reste en contact avec eux parce que, ben oui, ils ont besoin de cet accompagnement, que ce soit psychologique, que ce soit... Alors, par moments, ça peut être financier aussi. Ah oui. Ah, vous êtes... Oh. Pas moi, mais je sais que... Oui, parce que vos élèves vous regardent, voilà. Du coup... Alors, pas moi, mais je sais que ça peut arriver. Quoi. Je vous entends parler tous les quatre et j'ai le sentiment que le fait d'être dans une école privée, une petite école familiale, on a vraiment une autre approche ou pas du tout? Ou l'école privée peut-elle être comparée à l'école publique? Est-ce que c'est un privilège aujourd'hui d'être dans une école comme la MEP? Alors, je pense que le fait d'être dans une école privée d'abord, parce que c'est un petit effectif, oui. Nécessairement, on a un contact qui est différent avec les élèves. Il ne reste pas moins, c'est une école privée, mais qui effectue les mêmes programmes, puisqu'on est en contrat avec l'Éducation nationale, donc on est tenu de faire des programmes, en tout cas les mêmes programmes qui sont dispensés dans l'école publique. Mais toutefois, on ne peut pas nier l'espèce des rapports qui se nouent entre les élèves, mais aussi les parents, parce qu'on tient en tout cas à avoir ce contact qui se noue au fil du temps, hein, puisque n'oublions pas que les élèves chinois arrivent à l'école maternelle. C'est ça. Donc certains de nos élèves, on les a vus grandir, et donc nécessairement on finit par se lier d'affection avec ces enfants, et puis à les connaître comme si c'était nos propres enfants. Donc l'école privée, je reste persuadée, comme c'est un petit effectif, nécessairement, les enfants sont chouchoutés, accompagnés différemment, ce qui fait qu'ils sont eux-mêmes chez eux. On est en famille. Vous ne donnez pas, quand je vous écoute, ce sentiment où on dit souvent que les chefs d'établissement sont simplement des gestionnaires de statistiques de réussite. On ne l'entend pas, ça, dans votre discours. Alors, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, le système fait que l'on voit différemment ce qu'on porte enfin, c'est l'éducation qu'on porte à chacun des enfants. Mais est-ce à dire que le chef d'établissement est là juste parce qu'il a envie d'avoir des effectifs? C'est vrai qu'on a envie d'avoir un maximum d'étudiants qui réussissent, ce qu'on fait très bien d'ailleurs, mais je pense qu'on reste des humains et que, dans un premier temps, c'est permettre aux enfants de s'épanouir dans l'établissement. D'accord. Votre relation semble très, très, très bien avec les enfants, et c'est pareil avec les parents?
Ben, je l'espère en tout cas. Alors, ce qui est bien, enfin, je dis chez nous, parce que c'est chez nous, nos portes sont ouvertes. Vous avez certainement des parents qui fonctionnent différemment. Aujourd'hui, en tout cas, ma porte est ouverte. Est-ce à dire qu'on a besoin de prendre un rendez-vous pour me rencontrer? Pas du tout. Dès lors que je suis disponible, je reçois les parents. D'accord, super. Donc, ce qui fait que on a une relation, je ne vais pas exagérer en disant intimiste, hein, mais un parent qui souhaite en tout cas me rencontrer ou prendre rendez-vous, notre porte est ouverte. Il sait comment faire. C'est ça. Super, merci. Madame Conflon, alors vous enseignez la culture générale. Est-ce que vous réussissez à convaincre les jeunes que la culture générale est essentielle et importante aujourd'hui encore? Je réussis. Ça peut paraître une question un peu terre à terre, mais elle est essentielle parce qu'on sait que Absolument. avec les écrans aujourd'hui, Les élèves qui arrivent de lycée et qui arrivent en BTS découvrent ce que c'est que la culture générale. Donc il faut vraiment, alors ils viennent de lycée, donc ils ont lycée en général les élèves de lycée ont laissé l'épreuve, la discipline littéraire en première. Il y a l'année de terminale qui crée un fossé, un écart, une distance, un oubli. Et il faut revenir sur des notions qu'ils ont vues en première année. Alors, je mets entre parenthèses les élèves qui sont passés par les terminales littéraires. Donc, il y a un trou pendant ce blanc-là entre la première et la première année de BTS. Donc, il faut vraiment initier chez eux la compréhension déjà de la nouvelle discipline, leur présenter les objectifs et les amener tout doucement à concevoir la culture générale comme un outil qui leur permet de s'ouvrir, d'élargir leurs horizons culturels et dans tout, voilà, culturel, littéraire, artistique. Voilà. Donc, vous les recevez après le bac en BTS. Est-ce que vous... Non, oui, après le bac, voilà, c'est ça. Mais pardon, oui, c'est bien ça. C'est ça, vous les recevez donc après le bac. Et ma question est la suivante, puisque on cherche à savoir si le lycée forme des jeunes épanouis qui sont prêts à faire face à la vie. Est-ce que vous avez le sentiment que ces jeunes-là savent réfléchir, ils savent penser aujourd'hui? Est-ce qu'on a formé la réflexion? Parce que vous parliez de première, on saute de la première au BTS, mais la philo en terminale, la philosophie, normalement, les aide à réfléchir? Est-ce que ces jeunes, ils sont... En BTS, on reçoit des élèves de plusieurs horizons, soit en technologique, soit général, soit en bac professionnel. Souvent, c'est sur des classes hétérogènes, donc il faut vraiment adapter la discipline en fonction des origines scolaires. Ce n'est pas évident parce qu'un élève de bac pro ne fait pas n'a pas reçu l'enseignement philosophique. Ah oui. Et donc, il y a un travail. Mais ce qu'il y a de bien avec la culture générale, c'est que ça met tout le monde au même niveau d'acquisition. Et donc, tout le monde découvre les éléments, les outils, les thématiques de culture générale. Et c'est le but, hein, en première année, toutes les séries, toutes les sections de BTS reçoivent la même formation de culture générale. Et ça, ce n'est pas mal. On peut dire que c'est un aspect positif, on va dire, du BTS, du système français, c'est d'aligner au niveau culture générale quasiment tous les étudiants. D'accord, merci. Messieurs et monsieur et madame, dites-moi, selon vous, vous êtes tous les deux enseignants, vous les préparez au bac. Est-ce que vous avez le sentiment, la question est pour vous deux, hein, est-ce que vous avez le sentiment de préparer davantage des candidats au bac ou de futurs adultes? Cette partie futurs adultes, est-ce qu'on ne trompe pas peut-être un peu trop dans le lycée en général? Comment vous gérez ça, la MEP? Alors, dans le lycée en général, je ne peux pas dire parce que mon approche est complètement différente. Je dirais même notre approche, puisqu'on est dans la même filière en STI 2D aussi. Donc, c'est un petit cocon, une petite famille. Donc oui, on va dire qu'on les materne, mais on les forme aussi, non seulement dans notre discipline, mais
au niveau de la vie. Parce qu'en fait, il faut savoir recevoir l'enfant dans sa globalité. Donc oui, on a un programme à suivre, mais de temps en temps, on peut avoir des discussions sur des sujets de la vie courante. Quand ils ont des interrogations, des fois, c'est plus facile pour eux de nous en parler que d'en parler à leurs parents. C'est vrai? Oui. Monsieur, je suis estomaquée, je crois, les Itata, n'est-ce pas? Je pense que vous aussi, hein, si vous êtes encore là, c'est que la question vous intéresse. Quand on entend ça, on a tous le rêve, on rêverait d'avoir eu des enseignants comme madame, ce que vous dites, parce que la plupart des enseignants, quand on entend ça, sont totalement, on entend les élèves s'en plaindre, hein, à des années-lumière des intérêts des enfants, ce qui ne semble pas être votre cas. C'est pareil pour vous? Alors, je dirais que c'est pareil pour moi. En tout cas, si mes élèves étaient présents aujourd'hui, je pense qu'ils diraient la même chose. Et je pense que Nadia est d'accord avec moi. Alors, il est vrai qu'on a ce petit cocon qu'on a réussi à créer dans la filière STI 2D. Comme disait Nadia, bon, nous pouvons parler surtout de notre filière parce que c'est ce qu'on a réussi à créer. Et en effet, moi, c'est peut-être lié à mon jeune âge, parce que, comme on l'a dit précédemment, même si ça ne se voit pas, je suis l'ancien élève de Madame Braquil, mais du fait du haut de mes 32 ans, je pense avoir un rapport différent avec les jeunes de 16 à 18 ans. Par moment, en effet, ils peuvent venir vers moi et avoir plus cette confiance de se confier sur certains sujets. Hors scolaire? Hors scolaire, ah, hors oui. scolaire. D'accord. Pour avoir un avis sur un jeune adulte, mais qui, je pense, dans leur tête, ne va pas les juger, ne va pas avoir cette posture de savoir ce qu'il faut faire dans la vie, parce que je suis aussi au début, peut-être un peu plus avancé qu'eux, mais je suis quand même au début. Donc, je n'ai pas forcément d'idée arrêtée sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je peux donner mon ressenti, je peux donner mon avis par rapport à la situation qui est exposée, mais sans pour autant être dans le jugement. Et je pense que les élèves le ressentent. Madame Etienne, vraiment, je pense parler pour quelques Itata qui nous regardent là pour vous féliciter parce que vous avez réussi vraiment à créer, quand on entend ça, vous en tant que responsable, en tant que chef d'établissement, j'imagine, vous encouragez cette façon de travailler qui met à l'aise l'enfant et qui lui donne envie d'aller à l'école finalement. Quand on entend ça. C'est vrai, c'est idéal d'avoir des enseignants qui sont à disposition des élèves, disposés à les écouter, qui les accompagnent, mais il ne reste pas moins que, j'ai envie de dire ça quand même, qu'au-delà de tout, ils font leur programme. Donc, ils sont attachés à quand même faire leur programme, puisqu'ils ont quand même ces obligations de mener les enfants en fait, d'apporter un certain nombre de savoirs et puis d'acquérir un certain nombre de compétences. Donc, c'est ça. En tout état de cause, ce sont des exemples, en tout cas, qui permettent aux élèves d'embraser un peu les matières, les cours différemment, et puis d'être beaucoup plus épanouis. Et puis, j'ai envie de préciser que c'est aussi un avantage d'avoir des effectifs qui ne sont pas élevés, parce que l'accompagnement est différent. L'accompagnement on a presque envie de dire qu'ils font des cours particuliers aux enfants, puisqu'ils sont moins nombreux. C'est ça. Et ça, ce schéma, en fait, ne peut pas être vérifié dans tous les établissements. C'est là l'intérêt, justement, d'avoir des effectifs qui sont moindres. Alors, c'est peut-être pour le système, c'est pas bien. Pour nous, c'est peut-être pas bien d'avoir des classes qui sont pas avec des effectifs qui sont très élevés. Dans tout état de cause, ils arrivent à mener 100% d'élèves à la réussite quand même. 100%? Oui, 100%. Depuis que la filière STI 2D existe, on n'a jamais fait moins que 100%. Waouh! Bravo. Bravo à vous. Félicitations. Écoutez, ma prochaine question, justement, elle
partait sur un peu le passé. Les 10 dernières années, vous avez vu une évolution dans l'enseignement en général, la façon d'aborder, que ce soit du côté des enseignants et du côté des élèves. Est-ce que vous avez vu une évolution de... Alors d'abord, il faut dire que les jeunes qu'on accueille aujourd'hui ne sont pas les mêmes. C'est ça. Il y a quelques années, les jeunes qui venaient, on évoque encore la MEP, les jeunes qui venaient il y a quelques années à la MEP étaient des jeunes qui étaient en difficulté, qui avaient été sortis du circuit scolaire. Aujourd'hui, les parents choisissent la MEP parce qu'ils savent que l'accompagnement est différent. Ah oui. Et donc, nécessairement, s'ils sont là, notre objectif, c'est de les mener à la réussite, de les faire réussir, avec un accompagnement particulier en tout cas. Très bien, Madame Conflon, vous êtes d'accord avec ça sur l'évolution des 10 dernières années? Totalement. Alors, c'est vrai que je suis plus quand même assez jeune à la MEP, hein. Mais bon, au niveau de toute ma carrière, je peux quand même voir que les profils d'élèves ont changé. Nous travaillons avec une génération, la Gen Z, hein, qui est très connectée, qui est très poreuse à tout ce qui vient des réseaux sociaux, et pourtant qui est très intelligente, mais qui a du mal peut-être à canaliser son rapport à la connaissance, au savoir. Et parfois, ça peut être problématique parce que, effectivement, oui, l'éducation nationale nous propose de travailler avec des outils que je dirais parfois obsolètes et qui ne correspondent pas, qui ne sont pas adaptés au public que nous avons en classe très souvent. Donc, il faut pouvoir, un enseignant d'aujourd'hui doit être en capacité de maîtriser, peut-être pas de maîtriser, mais en tout cas de connaître les réseaux sociaux, de savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, donc il faut quand même savoir ce que c'est, l'avoir manipulé, parce que c'est ainsi qu'on peut détecter, je parle en culture générale en tout cas, des devoirs qui sont faits grâce à ChatGPT. Et ça, il faut être en capacité de le faire et voir et pouvoir recentrer notre pédagogie sans mettre tout de côté les nouvelles technologies, le ChatGPT, etc., et tout en proposant les outils que nous avons l'habitude de manipuler, d'utiliser avec les élèves. Donc, par exemple, un livre, pouvoir associer, concilier livre et ChatGPT. Vous voyez, ça demande un exercice, c'est très récent. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Et il nous faut véritablement trouver du temps. Dites-moi, Madame Conflon, comment vous expliquez que malgré tout l'effort, on a même depuis 5 ans, je crois, le grand oral, ce fameux exercice, cette épreuve qui a été rajoutée, pourquoi est-ce que nos jeunes Martiniquais, ont tant de mal à prendre la parole? C'est difficile de faire prendre la parole à un jeune aujourd'hui nos jeunes encore. n'ont pas si peur de prendre la parole. Je pense que les espaces qu'on leur propose ne sont pas adaptés à ce qu'ils veulent dire. Vous avez, je les observe parfois. Ils sont sur ChatGPT, non pas ChatGPT, pardon, comment ça s'appelle Snapchat. Ils sont sur Snapchat et ils communiquent. Alors, ils ne communiquent pas, je vais dire, en public. Je ne connais pas Snapchat, hein, je peux vous le dire. Je connais Instagram et les autres, mais ils veulent prendre la parole. Maintenant, ils n'ont pas peur de prendre la parole si... c'est vrai je pense que beaucoup... Alors, je pense qu'il faut dissocier. Il y a des jeunes qui n'ont pas peur. Nous avons chez nous des jeunes qui n'ont pas peur de prendre la parole à la MEP. Ils participent au concours d'éloquence et ils réussissent. Certains ont réussi. Et puis, il y a une certaine jeunesse qui préfère s'exprimer en dehors de l'espace public qui leur est proposé. Parce que, soit que les sujets... soit parce que l'auditoire n'est pas réceptif, pour toutes sortes de raisons, je ne peux pas expliquer. Alors, mais Madame Conflon, je vais vous arrêter parce que là, nous parlons d'un lycée privé, on a dit, on parle de la MEP. Évidemment, vous parlez de ce que vous connaissez, vous l'avez dit vous-même, mais soyons réalistes. En dehors de la MEP,
la jeunesse en général n'aime pas prendre la parole. Et s'ils le font, ils le font derrière l'écran, comme vous venez de le dire, et ce n'est pas prendre la parole vraisemblablement. Ce sont des jeunes, ces mêmes jeunes, on a des TikTokers qui sont très connus, qui ont 16 ans, 17 ans, qui sont suivis par 20 000, 30 000. Ces mêmes TikTokers, je les ai bien souvent invités dans cette même émission, ils m'ont dit non. Je peux parler devant mon téléphone, toute seule, tout seul devant le téléphone, mais jamais je viendrai devant les caméras. Alors ça m'interpelle quand même. Parce que la Comment télé, est-ce qu'on peut les pousser Ce sont des jeunes. Alors on ne parle pas de la télé seulement, mais c'est un exemple. Hein. Mais je pense que il faut interroger, je pense, les nouveaux rapports. Ils n'écoutent pas la radio, ils ne regardent pas la télé. Peut-être que et la Gen Z, elle est née avec les réseaux sociaux, avec donc ce rapport à la télé, ce rapport à la radio ne fait pas partie de leur environnement virtuel. Et il y a tout cet effort à faire, il y a un questionnement à faire. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que ce sont plutôt les supports. D'accord. Qu'en pensez-vous, Monsieur Ruther? Parce qu'on a pris la télé comme exemple, mais évidemment, en dehors de la télé, prendre la parole à n'importe quel moment, de manière inopinée comme ça, c'est pas toujours évident pour tous les jeunes. Hein. Vous êtes d'accord avec Madame Conflon? Alors, en effet, c'est pas quelque chose qui est évident. Bon, la société a changé. Donc, en effet, aujourd'hui, je le vois bien avec mes élèves au quotidien, ils ont beaucoup plus de facilité à communiquer avec le monde entier via leur téléphone portable que de prendre 10 minutes en expression orale devant leurs camarades qu'ils côtoient pendant toute l'année. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui que je peux apporter? Bon, par moment, j'essaie certaines choses avec eux. Je pense que la première chose qu'il faut peut-être mettre en place, c'est l'écoute, parce que beaucoup de nos jeunes ont l'impression de ne pas être écoutés. D'accord. Alors, je pense que c'est un premier axe de réflexion, à savoir, lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose, même si nous avons un programme à faire, en effet, ça, de toute façon, il n'y a pas de discussion là-dessus. Nous sommes enseignants, nous avons l'obligation de faire un programme. Pouvons-nous adapter ce programme? En fonction des compétences et des connaissances à acquérir, pouvons-nous l'adapter pour que les connaissances et les compétences soient acquises par les élèves, mais via des astuces qui leur permettent, du coup, d'acquérir ces connaissances et compétences sans même qu'ils ne le sachent. Ah oui, sans qu'ils le sachent. Alors, sans même qu'ils ne le sachent. Alors, quand je dis sans même qu'ils ne le sachent, c'est, je prends un exemple, lorsqu'on a une passion dans la vie. Moi, j'ai une passion, c'est le ballet. D'accord. Lorsque je pratique le ballet, je n'ai pas l'impression de travailler. Pour autant, j'acquiers des connaissances et des compétences. Aujourd'hui, je danse, je joue au tambour, et je chante. Donc, on va vous inviter pour une prochaine émission, là. c'est de ce dont je veux parler. Oui, j'ai bien compris. Donc, l'intérêt qu'il y a derrière pour le jeune d'acquérir ses connaissances et ses compétences. C'est ça. Et ça fonctionne avec eux quand vous tentez Parfois, ça fonctionne. À d'autres moments, bon, nous sommes dans une perpétuelle évolution. Hein. Moi, je sais que je n'ai pas encore toutes les armes et je n'ai pas encore toutes les réponses aux questions que je me pose, mais je suis dans une dynamique d'essai en permanence. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de justement, Madame Conflon parlait de cette Gen Z, là, cette génération qui est née avec la technologie, avec les écrans, cette vague de TikTokers qui remplace aujourd'hui la réflexion, qui réfléchissent à la place de nos élèves aujourd'hui, de nos enfants aujourd'hui. Vous en pensez quoi en tant qu'enseignant? Ça peut être problématique, mais on est obligé de faire avec. Donc, il ne faut pas les braquer, leur dire « c'est pas bon ». Mais en fait, dans tout média qu'ils utilisent, tout, j'allais dire social media, enfin, tous les réseaux sociaux qu'ils utilisent, il faut trouver le bon. Il faut trouver le bon, les bons articles, les gens qui leur apprennent des choses. Donc, aussi, en fait, les guider vers un chemin un peu plus canalisé. En fait, canaliser les réseaux sociaux avec eux. Les élèves ne lisent plus, hein? Vous me dites, ils lisent toujours? Encore? Non. Alors, ça aussi, bon, on peut ceux qui lisent, ils lisent des mangas. Ceux qui lisent, ils lisent des mangas. Donc, au revoir Victor Hugo, Lamartine, c'est fini. Je veux prendre l'exemple de certains élèves qui... Alors, lorsqu'on parle de lecture,
Donc, la lecture classique avec le bouquin en main, en effet, c'est de plus en plus rare. Par contre, je connais un certain nombre de jeunes qui, aujourd'hui, ont des liseuses qui du coup, on peut discuter, à savoir quels sont les avantages et les inconvénients de format papier, format écran. C'est ça. Oui. Mais je sais que certains, on a l'impression que certains ne lisent pas, mais en réalité, si on parle de lecture, c'est-à-dire donc des phrases, sujet, verbe, COD à la suite et l'élève lit un certain nombre de lignes, un certain nombre de paragraphes, est-ce que de lire des histoires sur les réseaux sociaux, ce n'est pas aussi lire? La question que je pose. Lire, oui, c'est bien le cas. Il faudrait se demander, quand on pose la question de la lecture des jeunes, qu'est-ce qu'ils lisent? Où lisent? Quand est-ce qu'ils lisent? Et que lisent-ils? Parce que j'ai pu cette année constater dans mon enseignement, j'intègre toujours la lecture. Chaque fois, dans une séquence, il y a toujours un livre choisi et lu et présenté au reste de la classe. Maintenant, j'ai pu observer que les élèves... alors, il y a un discours assez ambiant. Madame, je n'aime pas lire. Effectivement, certains ne lisent pas. D'autres aimaient lire, mais depuis le collège, n'aiment plus lire. Donc ça, c'est un petit clin d'œil que je fais aux enseignants du collège. Il y a une réflexion à mener. Et ça, c'est écrit, hein, noir sur blanc, parce que j'ai posé la question dans le cadre d'un sujet d'écrit. À partir du collège, quelque chose se passe et les élèves n'aiment plus lire. Et souvent, ils avouent que le téléphone a remplacé le livre. Donc, cela ne veut pas dire qu'ils ne lisent plus, mais ils lisent autrement. C'est ça la grande question. D'accord. Ils lisent autrement. D'accord. Alors, on va passer à un autre aspect de la question. Là, on parlait de la formation au niveau de la réflexion, etc. La question est pour vous quatre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les bons élèves ou les meilleurs élèves des classes, ce sont ceux qui réussiront leur vie? Parce que ce fut il y a quelques années de ça encore, hein, quand moi j'étais au lycée, c'était un automatisme. On se disait, ah, lui, il va réussir dans la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe, les à côté, est-ce que c'est le même? Est-ce qu'on peut voir des enfants qui n'ont pas forcément réussi de manière académique, au niveau des notes, réussir quand même leur vie? J'entends professionnelle à tous les niveaux, hein, pas seulement professionnelle. Alors, moi, je pense que avant, c'était pareil, sauf que c'est la vision peut-être des parents. Réussir, c'est être prof, réussir, c'est être à l'administration, enfin des choses comme ça. Mais en fin de compte, quand on regarde le coût de la vie, un plombier, il a réussi parce que ça coûte cher. Les travaux de plomberie à la maison, les travaux manuels, tous les gens qui sont artisans et qui savent travailler de leurs mains, pour moi, ils ont réussi. Mais c'est la vision qu'on a de la réussite. Et du coup, maintenant, ben oui, il y a des élèves, c'est sûr, on le voit, c'est pas des élèves qui vont rester là à travailler le soir tard, mais c'est des élèves qui ont des facilités, qui ont un raisonnement qui fait que ce sont des élèves qui seront peut-être entrepreneurs et pas dans une administration ou pas ingénieurs, mais entrepreneurs. Ils ont cette capacité, cette flexibilité, et ça, c'est pas lié aux notes. Voilà. On a des élèves effectivement qui... alors je prendrai l'exemple des élèves qui préparent un BTS qui veulent être des commerciaux. On est commercial, je pense que c'est inné. Ils peuvent n'avoir pas obtenu le BTS et pourtant ce sont de bons vendeurs. Donc ils ont réussi. Hein. Et pourtant ils ont passé 2 années à préparer un BTS. C'est vrai. Bon an, mal an, avec beaucoup de difficultés. Et puis finalement, j'en vois qui n'ont pas réussi. Ils n'ont pas acquis, ils n'ont pas le diplôme, et pourtant, ils ont bien réussi. Ils sont de très bons vendeurs. Donc, oui, on peut avoir réussi. Sans avoir. C'est ça. Sans 20 sur 20. Oui, c'est ça. D'accord, monsieur? Et puis, je crois que l'école doit apprendre ça aussi. C'est ça. Tu n'es pas bon, mais tu peux réussir autre part. Parce que c'est vrai que le système français, on va dire ça, le système français ne favorise pas non plus ceux qui ont moins voilà, qui sont moins capables, qui ne savent pas lire. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les enfants lisent moins, il faut reconnaître, et qui ne savent pas parfois lire.
Il faut reconnaître ça. Et donc, aujourd'hui, on a des enfants qui, quand ils arrivent à un examen, il faut écrire, hein, il faut rédiger. Et ça, ils n'ont pas ces aptitudes-là. Donc, nécessairement, ils ne réussissent pas. Mais peut-être qu'ils sont des manuels, comme dit Nadia, ou peut-être qu'ils ont cette facilité d'éloquence qui fait qu'ils vont réussir là où d'autres ne réussiront. Là où certains qui ont eu 20 ne vont pas forcément réussir. Vous êtes d'accord, M. Ruther, parce il paraît de plusieurs formes d'intelligence. Hein, voilà, et donc ces formes d'intelligence dont parlait Mme Etienne, qui ne sont peut-être pas reconnues dans le système français, on les voit de manière pratique après, une fois la vie adulte. Oui, vous en pensez? En effet. Alors, pour moi, il faut bien distinguer la réussite académique de la réussite de la vie. En réalité, réussir sa vie, c'est quoi? C'est propre à chacun. Et dans la vie, il y a plusieurs aspects. Oui. Donc, il n'y a pas que l'aspect professionnel. Moi, je connais des amis qui ont fait des études de médecine, qui sont aujourd'hui médecins, mais dans leur vie personnelle, ils ont encore du chemin à faire pour atteindre ce qu'ils appellent réussir leur vie. Donc moi, c'est en effet des éléments que j'essaie de mettre en place avec mes élèves durant les cours, les moments où ils saturent sur certaines notions. Et on sent, et je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, on sent qu'il y a certains moments où les élèves ne sont plus capables de suivre certaines notions. C'est peut-être le moment de faire une pause. À ce moment-là, faire une pause, on a les savoirs à transmettre, les savoir-faire, mais on peut aussi basculer sur le savoir-être. Et savoir-être, c'est comment les élèves voient leur vie future et discuter, du coup, de Vous en parlez? Oui, j'en parle. Ah oui, avec eux? J'en parle avec eux. D'accord. Qu'est-ce que réussir sa vie? Et je leur prends notamment mon exemple, qui est que, moi, je suis parti en 2012 faire des études d'ingénierie. Je suis diplômé ingénieur. Pour autant, je me suis reconverti prof. Parce que réussir ma vie, ce n'était pas seulement réussir ma vie professionnelle. Et ils vous voient épanoui, heureux, donc ils savent bien que vous ne racontez pas des histoires. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Rakil? Je suis tout à fait d'accord. Et quand j'ai commencé à enseigner, je dirais il y a fort longtemps. On a un indice avec... Alors, ce qui m'a frappée, parce que moi, j'enseignais vraiment tôt. Et donc, j'étais pas sortie de l'école depuis très longtemps. Donc, j'avais ma vision de l'école. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé au collège à Dillon 2. Je vois que les élèves, c'est pas la même approche. Ils travaillaient à l'affect. Donc, ils avaient besoin d'aimer le professeur pour travailler. Donc, nécessairement, mon approche a été complètement différente. Elle a été complètement différente. Je ne pouvais pas me positionner en tant que sachant, allez, c'est ça et rien d'autre. Il fallait créer d'abord un lien avec les élèves pour pouvoir, après, enseigner correctement. Et quand ce lien est créé, ils vont faire des efforts pour le professeur. Je dis qu'ils ne travaillent pas pour moi, quand même. Mais ils vont quand même faire des efforts. Ils vont écouter les conseils. Donc ça, c'est très important, c'est créer ce lien avec les élèves. Ça a fonctionné tellement que vous avez fait des disciples. Vous avez un disciple à côté de vous qui reproduit ce que vous avez. C'est super, vraiment, en vous écoutant, ça a l'air tellement facile. Alors, une question concernant l'éducation nationale. Est-ce que je peux revenir sur la notion de réussite? Bien sûr, je vous en prie. Excusez-moi, c'est pas c'est une question qui m'intéresse énormément parce que les élèves, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas cette notion de réussite, ne leur parle pas. Je pense qu'aujourd'hui, les enseignants que nous sommes, essayons de leur donner des outils pour se retrouver dans le monde et dans ce flot de ce tourbillon, ce chaos. Et c'est là que c'est important de leur donner des outils. Et à travers les rencontres, les manifestations que nous organisons à la MEP, c'est justement les aider à révéler autre chose que ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne peuvent pas toujours faire dans le cadre d'un cours classique. Se révéler les talents, c'est aussi hors des murs,
de la classe pouvoir s'exprimer. J'ai vu, hein, on voit tout le temps les élèves qui vont communiquer sur des manifestations qui auront lieu dans l'établissement. Ils savent créer des flyers. Ils font plein de choses que nous ne pouvons pas forcément évaluer dans le cadre d'un cours classique. Et ça, pour moi, la réussite, c'est quand l'élève arrive à s'extirper de la classe, du cadre pédagogique et proposer, et soit force de proposition pour une autre dynamique, en fait. Vous disiez que en début d'intervention, que les élèves n'ont pas la même notion de réussite. C'est-à-dire que ce que nous pouvons concevoir comme la réussite est devenir médecin, ce n'est plus un objectif attendu. Pour les élèves? Pour les élèves, non. Mais oui. Ce n'est pas leur objectif. Les attentes sont. Alors. Ils ne savent pas toujours. Hein. Quand j'interroge en début d'année, même au post-bac, au BTS, les élèves ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire. Parfois, ils s'inscrivent dans les filières, mais sans savoir ce qu'ils vont faire de leur BTS. Et il est important de leur donner. Alors moi, je l'utilise souvent. Je leur dis tout ce qu'ils peuvent faire avec un BTS, parce que c'est catégorie 4, et donc ils peuvent passer les concours, etc. Mais d'aller jusqu'au bout, puisqu'ils sont entrés ils se sont engagés dans un cycle, et donc c'est les amener à donner du sens à ce qu'ils font en étant présents et en ayant comme objectif d'atteindre la réussite à l'examen, puisqu'il faut l'appeler comme ça, mais ce n'est pas la fin en soi, et c'est bien là parfois que ça peut coincer quand ils n'ont pas d'objectif plus lointain. Derrière, est-ce que vous pensez, quand vous avez des profils comme celui que vous décrivez, un élève qui ne sait pas ce qu'il fera avec un BTS, est-ce qu'il y a un manque quelque part? Il n'y a pas eu un manque quelque part, soit du lycée, soit des parents? Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut normaliser ça? Il y a soit trop, soit pas assez. D'accord. Aujourd'hui, il y a pléthore d'activités, de domaines dans lesquels les élèves peuvent s'épanouir, peuvent se projeter. Mais le pas assez, c'est aussi avec quoi je vais réussir. Et là, ils n'ont pas toujours cette vision qui est la leur, qu'ils recherchent. Arriver à un BTS et ne pas... je ne sais pas, Madame Métienne. J'ai envie de quand même dire qu'aujourd'hui, on le voit, hein, au collège, les enfants sont incités à faire une période de formation, c'est-à-dire qu'ils vont en découverte de métier, voilà, dès la 4e, ce qui fait que ça leur permet déjà de voir ce que c'est que la réalité professionnelle. Donc moi, je pense que le fait d'avoir multiplié ces périodes de formation, fait que ces périodes de formation permettent aux jeunes de se projeter, de se dire, bon voilà, j'aurais plutôt préféré ce métier que celui-là. Après, c'est vrai qu'il y a une réalité qu'aujourd'hui, certains jeunes, hein, alors on va évoquer Parcoursup tout à l'heure, on a des jeunes qui, après avoir passé le baccalauréat, se trouvent, ils sont démunis, parce qu'ils n'ont pas réponse ils aspiraient à faire une formation et ils n'ont pas eu de retour. Donc finalement, ils s'intègrent dans une formation qui n'est peut-être pas celle qu'ils espéraient. Et ils y sont, ils se disent, bon, ben, j'y suis, je passe un bac+2, ça fera toujours un bac+2. Mais il n'est pas dit que c'était ça leur réalité, ni leur espoir, leur option, c'est ça. Donc on a effectivement des élèves qui préparent des formations et qui ne sont pas nécessairement celles qu'ils auraient souhaité en début. Hein. C'est ça, je comprends mieux. Ok, très bien, merci. Alors, vous le disiez à l'instant, Parcoursup. Quelques mots dessus avant que nous passions, chers Itata, ne nous quittez pas, restez avec nous. Notre tribune digitale arrive dans quelques minutes. Parcoursup, si vous aviez un avis à donner, alors je ne sais pas si vous pouvez, vous devez faire attention, j'imagine, mais
on s'en plaint beaucoup, Parcoursup. Allez, vous avez vu cette vidéo-là sur TikTok qui a fait grand bruit de cette jeune fille avec 18,5 de moyenne, qui n'a été acceptée nulle part et qui sait, avec, par exemple, des universités comme la Sorbonne, les Itata, hein, la Sorbonne à Paris quand même, est connue, un jeune avec 12 de moyenne, il a été accepté. Elle, 18,5, aucune affectation. Ce fameux Parcoursup, là, c'est... Alors, je suis la seule à parler sur le j'imagine, et je comprends pourquoi, mais allez-y, dites-nous tout. Alors, il faut savoir que, alors ça c'est mon avis perso, que pour moi, tous les outils ministériels ont des failles, des grosses failles. Et ça, c'en est une qui avait été pointée dès le départ, qui était censée être réglée et qui ne l'est toujours pas. Donc, il ne faut pas hésiter maintenant à saisir les réseaux sociaux, puisque souvent c'est le buzz qu'il y a sur les réseaux sociaux, donc comme on dit le bad buzz, qui fait que on obtient une réponse et que ça bouge. C'est ça. Donc je pense que les jeunes ont compris ça et maintenant, voilà, j'ai pas eu ce que je voulais par la voie légale, et je fais bouger les choses autrement. Ça fonctionne, hein, parce que vous l'avez entendu, M. Mélenchon a dit que s'il devenait président de la France, il ôterait Parcoursup. Vous seriez d'accord, monsieur, votre avis, M. Rutter? Alors, mon avis sur Parcoursup, c'est plutôt ma collègue qui accompagne les élèves de terminale là-dessus. Bon, si je dois vous donner mon avis, moi, à mon époque, en 2012, nous, on n'a pas connu Parcoursup, on a connu Post-Bac. Donc, si je dois être totalement objectif, moi, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui nous permet de sélectionner un certain nombre de formations. Donc, ça reste quand même utile. Donc, je suis d'accord avec ma collègue par rapport aux failles qui peuvent exister dans les différents outils qui sont proposés. Néanmoins, pour moi, c'est quand même important d'avoir une plateforme que les élèves puissent avoir un repère. Il ne s'agit pas de leur dire que c'est la seule possibilité. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes peut-être ne le savent pas, mais on n'est pas obligé de passer par Parcoursup. C'est ça. Donc, c'est quand même une possibilité. Alors, quand vous dites on n'est pas obligé, dites-le clairement. Ça veut dire qu'un élève, là, qui n'a pas été accepté dans une université, on va prendre l'exemple de l'UA, peut aller sur place, se déplacer, frapper aux portes de l'UA, département. Oui, c'est ça. Alors oui, je reformule. Peut-être que je me suis mal fait comprendre. Alors, il y a la première étape Parcoursup, mais à l'issue des réponses Parcoursup, il a quand même la possibilité de se déplacer par eux-mêmes pour obtenir une formation. C'est ce que je voulais dire. C'est ça, ou non. Je pense que pour les Itata qui ne connaissent pas trop le fonctionnement, effectivement, de Parcoursup, c'était bien d'éclaircir la question. Bon, vous voulez revenir, quelqu'un, sur la question de Parcoursup? Oui, en vraiment époque, très peu de mots. Oui. Il y a fort longtemps, il n'y avait pas Parcoursup, il n'y avait pas Post-Bac. Et on devait postuler directement dans les universités, dans les formations. Et je trouve que c'était beaucoup plus stressant parce que les réponses étaient tardives. Donc, le temps que l'université gère toutes les demandes, etc., on avait des réponses peut-être des fois fin juillet. Donc, s'organiser fin juillet. Là, effectivement, les élèves ont des réponses juste avant les écrits. Donc, ce qui peut être source de stress aussi, s'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais au moins, ils ont leur objectif à court terme, parce que cette génération fonctionne vraiment avec des objectifs à court terme et pas à long terme. Et c'est pour ça qu'ils ne se projettent pas. C'est vraiment, là, c'est le bac. Et après le bac, ils se disent, ah oui, mais finalement, je vais faire quoi après? Et là, ils cherchent. Donc, on a vraiment une génération qui se projette à court terme. C'est que des courts termes, pas des longs termes. Et ça aussi, c'est un changement par rapport à ma génération. Très bien, super. Merci beaucoup, Madame Rakil. La question de la tribune digitale tout de suite. Alors, les Itata, si vous ne connaissez pas, chers invités, la tribune digitale, en quelques mots, quand j'annonce sur mes réseaux, justement, on en parlait, la question du débat du jour, j'ai des réactions. Alors, des réactions en privé ou des gens vraiment, on a eu des pépites, mais je vous prends celle-ci. C'est une maman qui écrit que chacun, pour répondre à la question, que chacun reste à sa place. L'école transmet le savoir et moi, j'éduque mes enfants.
Qu'est-ce que vous en pensez? Pas d'accord. Ah oui, je l'ai pris, c'est une pépite celle-là. Je vais voir la réaction de mes invités. Vous en pensez quoi? Bon, Elle dit... si je peux Oui. donner mon avis, bon, je ne peux pas donner tort. En effet, on a tendance à dire que, on a tendance à parler d'éducation nationale alors qu'on est surtout là pour l'instruction initialement. Bon, est-ce que sous prétexte qu'on fait, on est dans l'obligation de faire de l'instruction, est-ce qu'on ne peut pas faire plus? Moi, c'est la question que je pose. À mon avis, on peut aussi aider dans l'éducation et ne pas faire que de l'instruction. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le jeune ou l'enfant, il passe beaucoup plus de temps à l'école que chez lui. Donc, je l'éduque et je l'instruis. Alors, je prends l'exemple le plus simple. Hein. Il se réveille le matin, il est à peine réveillé, mais quand il arrive dans la classe, il dit bonjour. Et ça, ça fait partie de l'éducation du parent. Et pourtant, ben, on est là en train de le lui apprendre. Donc moi, je partage pas cet avis. Après cela, j'ai envie de dire que on est quand même conscient que l'école est là pour éduquer. Pourquoi? Je vois aujourd'hui tous ces programmes qui sont mis en place par l'éducation nationale. Parce que à la maison, par exemple, on ne fait pas l'éducation sexuelle des enfants. Il y a des choses comme ça, hein, des thèmes comme ça qui ne sont pas vus à la maison. Éducation à la finance. Et voilà, éducation à la finance. Donc des thèmes comme ça qui ne sont pas vus et pourtant, c'est appris à l'école. Et moi, il me semble que l'enfant, il passe beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison. Quand il rentre, il va dormir ou il va faire ses leçons. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux, les enfants partagent moins avec les parents et ils sont moins dans la communication. Oui. Et donc, je pense que l'école est là, elle est là pour éduquer et instruire. Super, oui. Je partage totalement, d'autant que pour impulser, pour partager un enseignement, on a besoin aussi de connaître les enfants, de connaître le jeune, l'apprenant. Et pour cela, ça passe parfois par des échanges qui peuvent être très basiques et qui peuvent, voilà. Merci. Et je dirais à cette maman que c'est une collaboration. Tout à fait. Nous éduquons ensemble. Nous sommes presque coparents, je dirais. Voilà, on ne peut Nous pas sommes dissocier. coparents. Parce qu'il y a des parents, des fois, qui me disent est-ce que tu peux parler à mon fils parce que moi, il ne m'écoute pas. Oui, je parle. Donc, on est coparents, madame. On est ensemble. Le message est passé, chers Itata. Alors, en conclusion, mesdames et messieurs, si vous aviez à vous adresser à nos parents qui nous regardent, très courtement, on a très peu de temps, que leur diriez-vous concernant ce travail que vous faites au lycée, après le lycée? On va terminer par vous, Madame Etienne. Madame Conflon, vraiment très courtement. Le lycée, en tout cas, le lycée fait ce qu'il faut, les enseignants font ce qu'il faut. Maintenant, quand les enfants se retrouvent dans le post-bac, ils doivent aussi s'accrocher parce qu'ils préparent leur avenir. L'avenir. Voilà. Monsieur Ruther. Alors, si je dois dire quelque chose aux parents, c'est de ne pas avoir peur, comme disait ma collègue, que nous sommes dans une collaboration, que si on est ensemble, on travaille ensemble, on aura de meilleurs résultats. Super. Je l'aborde dans son sens parce que c'est mon leitmotiv. Travaillons ensemble pour amener les enfants, votre enfant, à la réussite. Répondez donc à notre question aujourd'hui. Madame Etienne, vous êtes donc, je répète, chef d'établissement de la MEP. Est-ce qu'aujourd'hui, vous formez des élèves à être de futurs adultes épanouis? Oui. En tout cas, à la MEP, ensemble, nous sommes plus forts. Et donc, nous formons des jeunes avec nos moyens à être plus épanouis. Et ils le sont. Super. Bien, écoutez, merci et félicitations pour cette cohésion d'équipe que nous avons vue ce soir. Très bonne soirée à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à faire des commentaires et à nous partager également votre avis là-dessus. On se voit jeudi prochain. Bonne soirée.